Petite capsule sur Trump et l'affaire des droits de douane. Alors, j'imagine que vous avez entendu parler de ça. Depuis que Trump est élu, il a mis en place des droits de douane et il a une politique, de va-de-vient où il prêche le faux. Alors au début, bon, il a mis, 10 de droits de douane pour tout le monde, ça c'est toujours le cas. Et puis il a augmenté au fur et à mesure, selon les pays. Alors le pire étant la Chine où il est monté à 50, à 100, à 140. Puis après, bah, il s'est rendu compte que la Chine pouvait répliquer aussi, le mettre à mal, donc du coup il a rebaissé. Il a fait un peu pareil avec l'UE, là actuellement il a fait peser la menace de droits de douane à 50, et puis en fait il l'a pas fait, il a suspendu, enfin voilà. On va parler de tout ça pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce que ça peut produire au niveau de l'économie nationale et internationale, et qu'est-ce que ça veut dire du champ politique et de la crise actuelle en cours. Alors, on va analyser ça évidemment avec Chris qui nous a ramené un PowerPoint et on va parler de tout ça. Comment ça va, Chris? Bah, ça va pas mal, sujet très intéressant, sujet de fond, parce que c'est vraiment là, on va faire du marxisme économique, comme tous les marxistes bien formés doivent faire. Et on va voir justement comment Trump essaye de sortir du néolibéralisme, essaye de résoudre la crise du néolibéralisme en alternant du protectionnisme, en alternant de la dérégulation, mais il est coincé entre plusieurs forces politico-économiques de son pays. Donc c'est pour ça qu'il fait ce que tu as bien expliqué, des avances-reculs. Voilà. Et en fait, il a une politique très, c'est pas étonnant venant de Trump, très aventureuse, mais le fond de l'affaire, c'est que on a un pays, la première puissance mondiale quand même, qui comprend que le néolibéralisme ne fonctionne pas et est en train de détruire toute forme d'économie dans les pays occidentaux. Donc ils essayent de relancer la machine, mais ils n'ont pas encore tout à fait les clés. On a un Trump qui est une espèce de, 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 d'un président américain de droite, post-crise, voilà, donc c'est extrêmement intéressant pour voir les dynamiques mondiales de l'économie. Donc, tu nous as fait un diaporama. Le diaporama, il commence par la Chine. Pourquoi? Parce que bah, la Chine, vous avez sûrement suivi, Donald Trump a dit qu'il mettait la Chine au centre de son combat, que c'était l'ennemi numéro un, l'ennemi principal. Il a plutôt mis, entre parenthèses, l'ennemi russe. On a vu ce qu'il a fait en Ukraine. Si vous n'avez pas suivi, allez voir sur la chaîne. On a déjà fait des capsules avec Chris, notamment sur la guerre en Ukraine. Vous tapez Ukraine ou Russie, pas du team. Vous allez trouver les capsules qu'on a fait. Donc du coup, il s'oriente vers une guerre contre la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est devenue l'atelier du monde avec une demande interne qui monte doucement. Alors en bas à droite, vous avez la demande interne en Chine C'est versus ça. la demande interne en Inde. Donc on voit qu'elle augmente tranquillement depuis les années 2000. Et puis vous avez aussi à la fois la Ça, c'est montée de la production chinoise et aussi le prix de la production chinoise, si j'ai bien compris ce que c'était, c'est c'est-à-dire ça, combien ça coûte exactement. par heure de produire en Chine. Et on voit que c'est de plus en plus haut. Et là, on voit un peu plus de 8 dollars par heure, ce qui est au-dessus du SMIC de certains pays européens au final. Exactement. Donc ce qu'on voit, c'est extrêmement intéressant, c'est que la Chine devient vraiment un, un équivalent des États-Unis en termes de concurrence économique. C'est plus simplement l'atelier du monde, comme on disait dans les années 80. Donc on voit bien ce que tu montres, donc le troisième, c'est-à-dire le partage le share of global manufacturing. Donc c'est vraiment le partage de la production industrielle mondiale. On voit bien quand même que la Chine ne fait que monter depuis le début des années 2000, mais c'était déjà avant. Les États-Unis, l'Union européenne baisse, vous voyez, ils sont à peu près au même niveau. Le Japon a baissé. On voit l'Inde qui commence à émerger. Donc ça, c'était vraiment l'effet des délocalisations, l'effet on va dire, du néolibéralisme efficient, c'est-à-dire du néolibéralisme où on avait des pays occidentaux qui ont fait baisser leur production industrielle. On a eu des effets concrets chez nous qui ont permis des gains
de plus-value aux pays occidentaux et aux entreprises, aux capitaux occidentaux qui étaient délocalisés en Chine et en Asie plus généralement. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Chine ne se contente plus simplement d'être un partenaire, d'être un atelier du monde, c'est-à-dire avec des ouvriers chinois extrêmement payés extrêmement bas, de faire, comme on dit, ce qu'on appelle de l'échange inégal au profit des Occidentaux. La Chine devient une puissance économique dans son propre intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux autres graphiques. La montée du, du prix horaire en Chine, donc comparé justement aux autres pays asiatiques. Donc ça, c'est vraiment très significatif. Hein. Je ne sais pas si tu avais ça en tête, Padu, mais on, voit Si, si, si. on voit vraiment là la Chine qui devient, comment tu l'as dit, se compare aux pays occidentaux. Et on le voit en parallèle, justement, la montée des débouchés intérieurs. Alors, c'est moins gros, vous voyez, hein, la courbe est un petit peu plus aplatie par rapport à la production totale de la Chine. Mais on voit quand même que le marché chinois intérieur, du fait qu'il y a plus de redistribution de valeur, il y a des salaires plus hauts en Chine, augmente aussi. Donc, ça veut dire que la Chine, aujourd'hui, commence à s'émanciper des États-Unis, ne devient pas simplement un subalterne producteur au profit de la consommation et de la plus-value américaine, devient un concurrent économique d'égal à égal. Et ça, les États-Unis ne le supportent pas, encore plus Trump, qui est vraiment un impérialiste économique pour le coup, qui est un peu différent de l'impérialisme militaire de Biden et des démocrates. Et donc, c'est cette situation-là qu'il va essayer de résoudre. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est clair. On va passer à la slide suivante. Alors, celle-là, présente-la nous. Alors du coup, ce qu'on voit en fait, c'est que la Chine, elle, est en train en plus, ce qu'on disait hein, tout à l'heure, de faire baisser de diversifier aussi son portefeuille commercial. Elle est de moins en moins tenue par les États-Unis. Donc, et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que les États-Unis restent, on va le voir ensuite, extrêmement dépendants de la Chine dans la production. Mais la Chine, elle, diversifie ses exports et, très important, sur les avoirs détenus par la Chine, elle a de moins en moins de bons du trésor américain. Donc là, on voit sur les avoirs. Et elle a de plus en plus d'or. Donc ça veut dire qu'elle s'émancipe aussi. C'était aussi un moyen de tenir les États-Unis, de tenir la Chine. Les États-Unis tenaient la Chine justement parce que la Chine achetait des bons du trésor américain, c'est-à-dire elle finançait le dollar américain, elle finançait l'économie américaine pour maintenir le marché intérieur et son débouché américain en termes de, comment dire, en termes de débouchés de consommation. Donc elle achetait du dollar, elle achetait des bons du trésor, et donc elle était dépendante quand même des États-Unis pour écouler son stock. Là, on Donc, attends, ça voit permettait d'acheter du bon du trésor pour que les Américains puissent acheter ces produits, en fait. exactement. En fait, comment dire, l'achat de bons du trésor était un financement de l'économie américaine, c'est-à-dire un financement du dollar, de la monnaie américaine, pour éviter qu'elle s'écroule, parce qu'il y a un déficit commercial très important. Et ça permettait de maintenir justement le niveau de dollar et le niveau, tu vois, des salaires des Américains. Tu vois, si le dollar se casse la gueule, le pouvoir d'achat des Américains se casse la gueule, ça permet de continuer d'écouler ces produits. Et donc, on voit quand même que ces hauts niveaux de détention d'avoir par la Chine qui ont culminé, tu vois, dans les années 2010 sont en train de baisser au profit de l'or. Donc ça, c'est quand même aussi un signal que la Chine s'émancipe des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle met ses réserves de change, ses réserves économiques, non plus directement dans la dépendance au dollar, bon, même si c'est encore très important, mais elle les met dans l'or, qui est on va dire, une réserve de change beaucoup plus universelle que le dollar. Donc ça, c'est pareil. On voit un truc très intéressant, c'est pourquoi la guerre commence, parce que justement, la Chine s'émancipe et commence à devenir moins dépendante des États-Unis. Et on
va le voir, hein, justement, tout ce que tu as expliqué en introduction sur les réactions sur les droits de l'homme, etc. Le fait que Trump soit coincé, c'est qu'en fait, il démarre une guerre alors que son ennemi est bien réarmé, quoi. Et c'est pour ça qu'il a du mal à imposer ses droits de douane, etc. Oui, il Parce aurait fait que, ça il y a 10 ans, c'était pas la même, quoi. voilà, tu vois, hein, on voit là, donc le graphe il commence en 2014, tu vois qu'en 2014, la Chine aurait été beaucoup moins aurait beaucoup moins été capable de réagir aux droits de douane que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation, dans les partenaires commerciaux aussi des pays d'Asie du Sud-Est, ça, c'est intéressant aussi, je trouve, d'avoir, tu sais, en cas de barrières, douanières, même de problématiques parce que les États-Unis contrôlent aussi, certaines routes maritimes ou des choses comme ça. D'avoir, un petit peu un marché local, extérieur à la Chine, qui passe par des voies terrestres aussi, je trouve que c'est un avantage, stratégique qui est important par rapport à juste balancer en Europe et en Asie, ce qui peut, en cas de guerre commerciale, leur poser des problèmes, quoi. Exactement, ce qu'on voit dans le graphique là, à fond noir, hein, c'est justement l'évolution. Donc en jaune, vous avez l'évolution des échanges commerciaux avec l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est. Bon, c'est encore mineur, mais parce que c'est des pays qui émergent et donc qui ont encore des pouvoirs d'achat assez limités. Mais on voit que la Chine, justement, essaye d'étendre son commerce autour de ça. On voit, hein, que ça, en bleu ciel, là, vous avez la courbe des États-Unis qui, justement, elle est en train de baisser. Et puis, vous avez un petit effet, là, depuis 2020, d'accélération avec les BRICS. Donc, ça va être l'Inde, la Russie. Et donc, on voit que la Chine, de la même manière, s'émancipe des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle compense ses baisses commerciales avec les États-Unis, avec ses pays proches, l'Asie du Sud-Est, qui sont eux très coincés, hein. On va le voir, hein, entre les États-Unis et la Chine, parce que en fait, ces pays d'Asie du Sud-Est sont devenus extrêmement producteurs justement de la délocalisation américaine et européenne. Aujourd'hui, vous avez de moins en moins de made in China, notamment dans le vêtement. Vous allez voir de plus en plus de made in Cambodge, made in Thaïlande, made in Vietnam. Regardez vos étiquettes si vous achetez des produits de marque américaine, Nike, etc. Vous verrez, ça évolue. Et donc, en fait, ils vont être coincés entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Chine arrive à quand même beaucoup plus échanger avec eux, justement parce qu'elle produit aussi des choses que ne produisent plus les Américains, notamment ce qui va être matériel comme smartphone, équipement électronique. Voilà. Donc ça, c'est aussi vous voyez, une émancipation du joug américain. Ouais, 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 ouais. On va passer à la troisième slide. Vas-y, je te laisse la présenter, peut-être que c'est toi qui l'as faite. Ouais. Alors, dans la troisième slide, donc c'est pour montrer que c'est toujours, hein, c'est pour vous donner le contexte de cette guerre, montrer une mondialisation de plus en plus chinoise. Donc, vous avez Ok, donc, Jean-Robin, hein, le complotiste, quoi. La Chine sauf contrôle que, tout, hein. sauf que moi, c'est pas un problème. Donc, il y a donc, donc c'est un peu la différence. Mais donc, ce qu'on voit sur le premier graphique, ça, c'est très intéressant. Vous voyez en bleu les pays, par exemple, qui ont le plus d'échanges commerciaux avec les États-unis. Ah oui, c'est Et est-ce en que vous avez rouge, des échanges commerciaux majoritairement avec les États-Unis ou voilà, majoritairement avec la Chine? exactement. Et voilà, D'accord. exactement. Et en rouge, majoritairement avec la Chine. Donc, ce qu'on voit en 2000, donc sur la première partie, c'est que, à part des pays africains, donc notamment la Libye, le Soudan, vous voyez, des pays qui ont malheureusement disparu, enfin, ouais, depuis, c'est pas non plus hasardeux. Et des pays très proches comme la Mongolie ou le Kazakhstan, en 2000, c'est assez marginal d'avoir comme principal partenaire commercial la Chine. En 2020, regardez la carte, Ouais. il ne reste plus que euh, les États-Unis, les États-Unis non, mais je veux dire les pays proches des États-Unis, Mexique, Canada, d'où la pression que Trump met sur ces pays-là, la France, et comment Les dire, Gaulois résistants, hein. le Royaume-Uni et l'Italie. Même dans la plupart des pays européens, notamment l'Allemagne, la Chine est un partenaire commercial plus important que les États-Unis. C'est quand même significatif, quoi. Ouais.
Et si vous... C'est super significatif. Mais tu vois, comment ça se fait? Genre, par exemple, pour la France, c'est quoi les partenariats commerciaux qu'on a? Bah, nous, on va avoir C'est des trucs stratégiques? toute l'industrie du luxe, par exemple, Ouais, oui. là où comment dire, par exemple, les Allemands, eux, produisent encore beaucoup de machines-outils, de produits de haute technologie dont on a besoin pour l'industrie. Avec Et des donc, bagnoles aussi, peut-être? bah, les bagnoles, ils les exportent aussi aux États-Unis, mais ils produisent beaucoup de ce genre de produits qui vont être nécessaires à la Chine pour produire, justement. Là où nous, on vend que des produits manufacturés pour les bourgeois, c'est des C'est bagnoles, LVMH, quoi. LVMH, etc., du vin, LVMH, c'est ça, hein, Du cognac? du vin, du cognac, du champagne et des fringues, quoi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, bah, ça va se concentrer là où il y a énormément de grosses bourgeoisies. Et donc, ça, c'est pour les exports, mais aussi, c'est aussi pour les imports. Vous voyez, donc, par exemple, un pays comme l'Espagne, bah, comment dire, ses principaux échanges commerciaux sont avec la Chine aussi parce que c'est des pays qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible, donc ils consomment énormément de produits chinois. Et c'est dans la balance commerciale, quoi. Ouais. On le voit aussi, mais c'est quand même, t'as vu, hein, l'hégémonie chinoise. Enfin, je trouve que ce graphique, je vous l'ai mis parce qu'il est quand même vachement intéressant. Enfin, Ouais. on Bah le, oui, il est même frappant. Ouais. On le voit au niveau général. Donc ça, c'est le graphique qui est central là, au milieu. Pareil, entre 2000 et 2020, bah, on voit effectivement l'inversion. Hein, là, vous le voyez sur des pays. Puis au niveau général, dans la balance, vous voyez l'inversion entre la Chine et les États-Unis. Là, vous avez le détail par pays. Puis là, vous avez le global. Donc ouais, c'est cette situation-là que Trump, lui, essaye de résoudre, quoi. C'est-à-dire revenir à une situation où le commerce américain, la production américaine, l'échange américain est beaucoup plus hégémonique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ah, mais Et donc, attends. Ils produisent beaucoup moins qu'en 2000 aussi. bah, bien sûr, bien sûr. Les mecs, ils se désindustrialisent pendant 25 ans, à la fin, ils pleurent, ils disent ah, on échange moins avec les gens. Bah, si tu produis rien, c'est compliqué d'échanger, tu vois. C'est ça. Donc, bah, c'est exactement ça. Donc, c'est aussi, mais ça fait partie aussi de de ce que Trump essaye de résoudre. Hein. On a justement à côté le dernier graphique, c'est le partenaire commerciaux avec les États-Unis. Vous voyez, par rapport à 2017, donc on est sur une courte période, 6 ans, mais vous voyez, en 6 ans, la Chine, qui était le principal partenaire commercial américain, est devenue deuxième. Les principaux partenaires commerciaux américains sont aujourd'hui, enfin le premier c'est le Mexique, et ensuite le Canada. Et donc vous Et voyez, je comprends pas pourquoi Trump a aussi taxé du coup le Canada et le Mexique. Pourquoi est-ce qu'il impose tout le monde enfin, genre, il essaie de mettre des droits de douane à la Chine, mais il se dit le Mexique, ils vont nous concurrencer. Ça. Quel intérêt pour lui de mettre des gros droits de douane au Mexique, tu vois, par et exemple? bien justement, en fait, lui, comme il veut réindustrialiser et reproduire localement, aujourd'hui, les produits qui sont fabriqués en Chine, au Mexique, sont des produits à faible valeur ajoutée, manufacturés, etc. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de pousser justement les droits de douane de dingo pour faire en sorte que les capitaux américains ou les entreprises américaines qui produisent aujourd'hui en Chine ou au Mexique reviennent aux États-Unis. Oui, mais il va falloir faire baisser de fou le coût de la main-d'œuvre aux États-Unis. Mais oui, oui. Bah oui, bah, c'est son problème. c'est c'est Oui, que c'est que il comprend ça pas augure rien déjà. de très très bon pour les Américains, je pense. C'est ça. Bah on va le voir. Hein, on va voir les résultats. C'est pas fou. Hein. C'est pour ça que on dit que la phase du néolibéralisme est en train de se clore. C'est-à-dire, il essaye de faire revenir les capitaux qui étaient à l'étranger et qui, on va dire, fructifiaient par l'échange inégal. Il essaye de les relocaliser aux États-Unis. Donc il met des droits de douane. Mais on voit que ça résiste. Le Mexique résistera sûrement beaucoup moins que la Chine, voilà. Mais il va essayer de faire ça. Voilà. Et il va le faire avec le Canada, etc. Donc il va essayer de faire en sorte justement de profiter de ça. C'est marrant parce qu'en bas à droite, on voit que le Vietnam aussi a fait une poussée.
On peut peut-être, supputer encore une fois, je n'y connais rien donc tu m'arrêtes, qu'il y ait des pays comme ça, des petits pays, asiatiques qui profitent, du fait que ça s'oriente moins vers la Chine et qui se mettent à vendre des équivalents de ce que faisaient les Chinois, C'est ce que je te aux disais Américains. précédemment, ouais. Ouais. Exactement. C'est ce que je te disais précédemment sur l'ASEAN. Aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, un des premiers acteurs, c'était Adidas, Mmh. qui est parti il y a plusieurs années maintenant parce qu'il trouvait que le salaire chinois était trop haut. Mmh. Donc il est parti, s'installer au Vietnam, au Cambodge. Et donc on voit depuis 6 ans une accélération des échanges commerciaux avec le Vietnam parce que le Vietnam devient une espèce de micro-Chine, pour, justement, des des manufacturiers américains qui sont encore dans la stratégie néolibérale, c'est-à-dire de produire à bas coût en Asie, quoi. On va passer à, celle-ci. Alors, ah ça c'est plus compliqué là, raconte-nous un peu ce que c'est. Alors, chaque barre est un type de produits manufacturés. Donc, tu as les produits électroniques, les textiles, les produits chimiques, etc. La taille de la barre, c'est le pourcentage des États-Unis dans les exports chinois de ces types de consommation. Consumer Electronics, vous avez 22% des exports chinois qui vont vers les États-Unis. D'accord. Donne Ah un oui, peu donc une les gros ronds proportion. rouges, c'est le nombre de milliards de dollars que Voilà, représentent c'est les ça. exports chinois sur chaque truc. Par exemple, sur, les Au semi-conducteurs, c'est total, 192, milliards et la Chine, en bleu, ça représente, ce qui part aux États-Unis par rapport à ce rond rouge, donc par rapport au total, complet. exactement. C'est, 9 milliards par exemple pour les semi-conducteurs. Si on prend en haut, c'est 96 milliards par rapport à 339, milliards, ce qui est, pour les consommables électroniques, quoi. OK. Et ce qu'on voit, en plus de ce qu'on vient d'expliquer là sur la dépendance, des Américains aux exports chinois, ce qu'on voit, c'est que en bas à gauche, la Chine devient de moins en moins dépendante, aux produits agricoles américains. Donc vous voyez, sur 2009, elle était autour de 27%. Aujourd'hui, elle est descendue à 18, c'est quand même, très important. 33% de moins. Bon, il y a eu une baisse, agressive pendant le Covid, mais on voit quand même que si vous oubliez cette baisse, il y a quand même une tendance linéaire, de baisse des nécessités d'import de produits agricoles américains, qui était quand même quelque chose de très, très important. Et donc le soja, lui, en revanche, les échanges commerciaux, pareil, diminuent entre les US et la Chine. Donc toujours pareil, on voit un acteur chinois extrêmement important pour les États-Unis. Les États-Unis sont toujours aussi dépendants des Chinois, pendant que la Chine, elle, l'est de moins en moins. Et donc, c'est le contexte de la guerre commerciale américaine. Ouais. Ouais, ouais, Pour en ouais. Donc en finir, gros, il y en a qui fournissent un peu de la bouffe et les autres, ils fournissent tout le reste, quoi. c'est ça. Donc les États-Unis sont extrêmement coincés parce qu'en plus, vous voyez, typiquement dans leurs échanges commerciaux, s'ils continuent de toujours importer énormément de produits manufacturés, mais qu'en plus, ils n'arrivent plus à exporter ce qui était, on va dire, leur mode normal pendant le néolibéralisme, c'est-à-dire exporter énormément de matières agricoles pendant qu'on importait des produits manufacturés. Si en plus ils n'arrivent plus à faire ça, c'est-à-dire compenser l'import de produits manufacturés made in China par des matières agricoles américaines exportées, vous voyez, le trou, il est énorme. Prochaine slide, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est ça, Chris? En rouge, c'est ce qui part, c'est ce qui vient de la Chine pour aller aux États-Unis. En bleu, c'est ce qui part des États-Unis pour aller vers la Chine. Donc on voit ensuite en jaune l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire la balance commerciale. Donc les États-Unis, au début 2000, sont encore une puissance industrielle très importante. La Chine devient l'atelier du monde. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement la Chine qui commence à extrêmement importer aux États-Unis, parce que c'est, on va dire, vraiment l'apogée du néolibéralisme. Et les États-Unis qui n'exportent pas vers la Chine parce qu'il n'y a pas de marché pour les Chinois. Les salaires sont tellement bas que les Chinois ne consomment pas du tout les produits manufacturés occidentaux. Plus on s'accroît, plus comment dire, les importations chinoises sont importantes pour les États-Unis. Donc on le voit, c'est les barres rouges là. Euh, les exportations américaines évoluent aussi du fait du marché intérieur chinois, mais ne compensent pas la balance commerciale. Et donc on Hmm. se retrouve avec une balance commerciale sino-américaine, donc une dépendance
américaines aux importations chinoises, qui passe d'une balance commerciale de 100 milliards de dollars en 2000 à 300 milliards de dollars en 2024. C'est-à-dire 3 fois plus. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut mettre en compte, c'est est-ce que les biens importés sont rares ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, je veux dire, si tu importes 300 millions d'un truc que tu trouveras facilement autre part, c'est pas pareil que si tu importes 300 milliards. 300 milliards, ouais, 50 milliards d'une composante que tu ne trouveras jamais autre part, tu vois. C'est ce que du coup, les mecs te tiennent par Exactement. enfin, tes pieds et mains liés quand, par exemple, si tu as des semi-conducteurs ou des puces ou quelque chose qui n'est pas créé autre part qu'à un endroit, même si tu en importes pas énormément en milliards, c'est hyper important pour ton économie et indirectement, ça représente beaucoup de ton économie, quoi. Ouais, mais on est d'accord. Et alors Par exemple, après, le soja, peut-être qu'il y en a autre part, tu vois, qu'aux États-Unis. Ou peut-être qu'il y a possibilité plus facilement d'avoir du soja que d'avoir certains produits manufacturés qui demandent un haut niveau de compétences techniques, tu vois. ouais, bah, alors, tu as deux choses. Tu as une rareté, des fois, purement naturelle, notamment, tu sais, sur les terres rares, ce genre de choses, voilà, donc là où tu es obligé d'aller chercher, là où ça se trouve, quoi. Ouais. Et puis après, tu as une rareté sociale. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, OK, fabriquer, des télés, ou fabriquer des, comment dire? Des PC ou des smartphones, c'est pas une rareté, naturelle, c'est une rareté sociale. À l'échelle d'une économie extrêmement, rapide, qui veut des gains à court terme et cetera, le fait qu'aujourd'hui, il y ait de moins en moins d'industries aux États-Unis qui sont capables de les produire, crée une forme de rareté sociale. Ça veut dire que de toute manière, même s'ils savent le produire, ils ont su le produire et qu'ils voulaient le reproduire demain, l'inertie, c'est-à-dire d'investissement de capitaux, de production, de fabrication des usines, de formation des gens, de réindustrialisation, de reformation d'une classe ouvrière américaine, bah, rend le truc rare, ne serait-ce qu'à court moyen terme. C'est-à-dire ça rend le smartphone fabriqué aux États-Unis rare sur une période de, je sais pas, 3-7 ans, quoi. Tu vois, l'inertie de recréer des usines pour le produire à l'échelle américaine. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que les Américains sont prêts à dire, ben, vous allez payer pendant 3-7 ans votre smartphone que vous voulez, comment dire, avoir votre Apple 17, 18, je sais plus où on est rendu, voilà. Hem, 40 plus cher, 50 plus cher, en attendant qu'ils soient fabriqués aux États-Unis dans 7 ans, où vous allez les avoir à des prix, plus réduits, quoi. Donc clairement, la situation, trumpienne, elle est dans cette alternative-là. C'est-à-dire de comment on fait en sorte, tu mets des droits de douane tout de suite, ça a des effets tout de suite. Le fait de compenser par des comment dire? Des productions ensuite, locales, va prendre du temps et en plus, ça a un deuxième effet, parce que ça, si tu veux, les logiques de protectionnisme pendant la crise du trade, c'est des choses qui sont déjà arrivées au 19e siècle. Ça a été la première crise économique, du capitalisme à la fin du 19e siècle. Ça a dérivé effectivement sur tout un tas de lois protectionnistes et qu'est-ce que ça a comme effet le protectionnisme, Padu? Une fois que tu t'es habitué à vendre tu vois ce que je veux dire? Tu as un prix à 1 000 $. Tu mets des droits de douane à 1 300 $ pour que ça arrive à 1 300 $ quand il est fabriqué de l'extérieur. Pendant ce temps-là, il y a un producteur local qui commence à fabriquer son produit, heu, pour concurrencer, justement les produits qui viennent de l'extérieur. Il y a aucune raison qu'il le fasse à 1 000 $. Mais Si bien le sûr. prix s'est si le prix s'est habitué à 1 300 $, il va le mettre à, allez, 1 250 ou 1 290 pour, faire genre, tu gagnes un peu. Mais il va forcément tendre vers ce prix, mondialisé avec les droits de douane, quoi. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'en plus, quand vous voulez faire ça, le marché devient une contrainte. Et c'est vraiment le problème du néolibéralisme d'ailleurs. Et donc Trump, qui est un libéral, qui n'est pas vraiment un néolibéral, justement, qui est un libéral à l'ancienne, veut mettre des droits de douane dans cette guerre commerciale,
mais pour l'instant, on n'a pas la main pour la réindustrialisation et en plus, s'il devait le faire, il devrait mettre un contrôle des prix. Ce qui serait, à mon sens, vu comme une mesure communiste, dans ce pays, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en plus de ça, il a un peu piégé aussi par le délai des élections, quoi. Alors lui, il pourra pas être réélu de toute façon, mais si, je sais pas, les républicains veulent garder le pouvoir, le problème, c'est que quand tu as une inertie de 3 à 7 ans, alors que ton élection est dans 4 ans, en fait, c'est possible que dans 4 ans, ce soit la merde, en fait, et que quand bien même ça aurait des effets bénéfiques, que les effets bénéfiques ne profitent jamais, en fait, aux républicains et qu'ils perdent la main dans 3 4 ans, tu vois. Exactement. Ça va être très compliqué pour eux de s'en sortir. On va le voir ensuite dans les résultats. Hem, mais aujourd'hui, on voit que, bah, la Chine, vous voyez tout ce qu'on a vu dans le contexte, la Chine a un taux de réponse très important parce qu'elle, justement, elle devient, symétrique aux États-Unis et elle est beaucoup moins dans la situation où elle était en 2000, hein. Vous voyez? En 2000 où, les États-Unis n'avaient pas besoin d'elle pour exporter, mais, elle avait besoin de débouchés très importants aux États-Unis pour pouvoir exister, quoi. En plus de ça, la Chine, je pense, tu vois, que quand tu prends des mesures par le président américain, c'est plus facile d'expliquer à ta population que c'est la merde à cause du président américain. C'est pas ta faute, tu vois. Xi Jinping, il est pas en train de dire c'est ma faute si c'est la merde par exemple, je sais pas si bah, le soja a augmenté ou je sais pas trop quoi, tu vois. Alors que dans le sens inverse, les Américains vont avoir l'impression que c'est à cause d'eux que les prix augmentent, tu vois. Donc même au niveau politique, c'est plus facile à vendre pour la Chine à sa population, qui a une période de turbulence, et de restructuration de l'économie, tu vois? Que pour les Américains, hein. Exactement, exactement, et pour eux et on va le voir, hein, je t'ai rajouté un truc Donc là-dessus, c'est mais peut-être une population qui est plus habituée, à vivre avec des bas niveaux, même si elle a augmenté, que la population américaine, tu vois? exactement. Donc là, tu nous as mis précisément le dollar versus l'euro, depuis les années, 80, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc ce qu'on Putain, voit, c'était hein, haut dans les années 80. Moi, j'ai jamais connu, enfin c'est depuis que 85. je m'y intéresse, j'avais jamais connu le dollar, vraiment au-dessus de l'euro, tu vois? Bah, déjà l'euro, oui, il existait pas à cette époque-là, mais oui, c'est Moi, je suis reconstitué, un mais jeune, parce que moi. tu avais un panier, mais mais oui, oui, bah, le dollar des années 80 est monstrueux. C'est la période justement de l'essor néolibéral et c'est là où il est le plus important. C'est-à-dire, c'est vraiment là où il est totalement hégémonique. On le voit, hein, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse et c'est justement en 2000 qui remonte justement parce qu'il redevient hégémonique justement avec cette arrivée de la Chine, comme on va dire, réserve, impérialiste quoi, de surproduction de valeur, d'échange inégal et petit à petit, bah, il va baisser, il va baisser, il va baisser parce que jusqu'à, les années 2010 où il remonte un peu, il y a un effet de marché aux États-Unis, c'est-à-dire que ça reproduit un petit peu aux États-Unis, pas assez, mais il reviendra jamais à sa dynamique, qu'il avait pu avoir, autour de 1,20 et cetera et aussi on a un effet des économies européennes qui sont, depuis les années 2010 il y a eu la crise, hein, de 2008 qui a fait baisser le dollar et on voit une restabilisation, mais à des niveaux 1,1 parce qu'en fait, la crise des subprimes et cetera a rééquilibré, l'euro et le dollar, quoi. Ouais. Donc ouais, le dollar, il baisse, heu et on voit la petite période là, si tu peux zoomer peut-être sur, je sais pas les 6 derniers mois, ça peut Hop, être ouais, les 6 intéressant. derniers mois, ouais, on passe de quasiment 1,1 à 0,88, quoi. Et Tu vois pour la surtout YouTube Money, le problème? ouais, bah, surtout depuis l'élection de Trump, hein. Il est arrivé quand au pouvoir là? En janvier C'est ça, et ça a dégringolé là en mars. Putain, en mars, c'est passé de 0,96 à 0,92, quoi, hein. exactement. Tac. Donc ça, c'est aussi un effet de la politique, de réduction des importations. Hem et donc ça fait baisser effectivement le dollar, ce qui est, normalement intéressant quand vous produisez. Mais le problème de l'industrie américaine, c'est qu'elle ne produit pas. Donc pas assez en tout cas pour compenser ça. Bah, là, vous voyez, donc vous avez tout le contexte économique de cette guerre commerciale
où justement, vous voyez que Trump essaye de rééquilibrer son rapport de force avec la Chine, qui est très important. Il n'y arrive pas. Donc, il a annoncé d'abord 10%, comme tu l'as dit dans l'entrée, 15%. Il est monté jusqu'à 145% de droits de douane. Ça a duré un jour. La Chine n'a pas cédé. Elle a annoncé elle-même qu'elle montait à 50, etc. Ils se sont mis d'accord début mai sur 34% chacun. Vous voyez, Trump est redescendu à 34%. La Chine a dit OK, si c'est 34 dans un sens, ce sera 34 dans l'autre, parce qu'elle joue le bras de fer de l'équilibre. Et comme tu le disais tout à l'heure, elle ne joue pas la carte de c'est moi qui déclenche les hostilités, qui permet aussi d'avoir comment dire, une position mondiale par rapport au commerce beaucoup plus en faveur, que les gens soient plus en faveur d'elles-mêmes, de la Ah bah Chine oui, que oui, des ils passent pas pour des États-Unis. connards, hein. Ils passent pour Voilà. des gens qui juste se laissent pas faire, donc c'est pas des serpillères et c'est pas non plus des gens qui ont mis les pieds dans le plat au moment où il fallait, quoi. Mais Mais juste parce que tu as dit, il y a tout un tas de gens de différents, niveaux de compréhension économique. Bon, déjà, moi, j'ai pas un gros niveau de compréhension économique, mais j'en ai peut-être un peu plus que certains abonnés. Juste, tu disais, quand, on produit, quand le dollar est faible, ça peut être bien, mais si on produit pas, c'est nul. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand, ta monnaie est haute, c'est-à-dire que tu peux acheter à l'extérieur, tu peux importer facilement parce que ta monnaie est plus forte que celle des pays extérieurs et quand elle est basse, bah, en général, c'est bien pour pouvoir toi-même exporter. Sauf que quand ta monnaie est basse et que tu n'as rien à exporter, là, tu es baisé parce que tu peux ni importer, ni exporter parce que tu produis pas de toute façon. Ce qui est un peu le problème des attaques sur les marchés financiers, des monnaies de pays qui produisent peu, comme par exemple le Venezuela ou des pays comme ça, quoi, qui sont dépendants d'une seule production, par exemple le Venezuela du pétrole. Si le pétrole est faible et que leur monnaie est faible, en fait, ils peuvent rien faire, les mecs, parce qu'ils produisent rien et ils peuvent rien acheter sur le marché international, quoi. Donc ils sont vraiment, ils sont vraiment baisés, quoi. ouais, exactement. Et ça, c'est la problématique justement des États-Unis, hein, c'est qu'ils veulent essayer de relancer leur appareil industriel en en évitant d'importer et en essayant d'exporter, voire de produire, de relancer leur marché intérieur avec la production intérieure. Mais ils n'ont pas l'appareil industriel aujourd'hui. Donc ils sont coincés dans la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à tirer de profit de leur capacité intérieure, de leur productivité intérieure. Ils n'arrivent de moins en moins à tirer du profit de l'exploitation de la Chine et de l'exploitation des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc le néolibéralisme, sa dérégulation, sa mondialisation, n'est plus capable de fournir de la plus-value aux capitaux américains. C'est un problème de fond, hein, marxiste, etc. Donc là, on va dire, bah, que fait l'appareil politico-économique de l'économie politique? Elle essaye justement de relancer la plus-value et la fabrication de plus-value sur les capitaux américains. Mais en essayant de relancer l'industrie. Elle n'y arrive pas. Elle n'a créé aujourd'hui que de l'inflation. Tu peux aller justement dans le lien que je t'ai donné, le dernier lien, parce on va regarder les résultats de cette politique économique C'est un lien ou c'est une d'aller-retour. diapo? Non, non, c'est un lien d'un article de Romaric Gaudin. Hop, donc un article de Mediapart de Romaric Godin, c'est bon, je l'ai récupéré. Donc la croissance cassée par Donald Trump, la croissance du PIB s'est brusquement stoppée au premier trimestre avec un recul de 0,3% en rythme annuel. Le commerce extérieur s'est fortement dégradé alors même que les importateurs ont reconstitué leur stock. Le risque de récession est réel. Cet Exactement. article-là, ouais. Donc ça, c'est... Bah, tu peux descendre, on va peut-être pas le lire en entier, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution hein, depuis 2021. Donc Romaric met un graphique justement sur l'évolution du PIB. Donc on voit hein, le PIB qui baisse, voire stagne par rapport à 2021. Alors il était remonté par rapport à 2022, mais on voit vraiment une récession très importante des effets de ce qu'a fait Trump. C'est-à-dire qu'il a cassé la production interne.
Et il a en plus fait bondir les importations de biens, tu le vois en dessous le graphique là, justement, de 12%. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement peur des effets de douane Mhm. que qu'est-ce qu'ils font? Ils stockent. C'est-à-dire tous les industriels à qui on a annoncé, par exemple, que sur des composants, sur des consommables, etc., ils allaient avoir des droits de douane de 100%. Tant que la loi, le décret n'était pas passé, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surcommandé euh, des produits chinois pour pouvoir éviter d'avoir trop de produits qui allaient être surtaxés, quoi. Donc là, ils ont fait un effet de stock monstrueux, un effet d'importation. Et donc, on se retrouve avec une croissance qui est complètement cassée. Et on se retrouve aussi avec Pourquoi est-ce que faire du stock et importer des biens, ça casse la croissance? quand tu fais du stock et que tu surconsommes des choses que tu importes, tu Ah oui, utilises d'accord. tes ressources que pour Sans avoir ça, produit. sans avoir produit. Et surtout, tu vas dédier tes ressources financières pour pouvoir acheter ça et ne pas acheter autre chose. Hmm. Demain, toi, si tu te dis je vais stocker du vin parce qu'il va y avoir une pénurie, tu vas dire ah non, on arrête d'acheter du beurre, on arrête d'acheter C'est du vrai, il va y avoir une pénurie? C'est bien qu'on se fait. Mais c'est possible que des gens ont acheté beaucoup de vin à la France, hein, quand ils menacent des trucs européens. Je sais pas si tu as des producteurs, des camarades viticoles qui exportent aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont eu un pic de stockage de vin à l'annonce de Trump? On Ah, sait pas. vas-y, je demanderai la prochaine fois que je vois un vigneron s'il a mis ça. C'est Ah, ils ça. vendent tous aux États-Unis en général. Donc, complètement. Donc, tu vois, ce qu'il explique bien, donc cette fièvre d'approvisionnement a creusé un déficit commercial à un niveau record. Il était passé de 147 milliards en février à 162 milliards en mars. C'est un truc de fou, quoi. Parce que justement, les imports ont pris le place sur les exports. Et donc, ça a enlevé 4,8 points de PIB en un trimestre. 4,8 points de PIB, ouais. C'est monstrueux. Donc, les entreprises ont massivement acheté des équipements qu'elles considèrent menacés par les droits de douane. Cela conduit à une explosion de l'investissement privé, donc qui augmente la dette. Les équipements informatiques ont explosé. Et ce qui produit justement, c'est une folie importatrice qui produit un ralentissement général. Voilà. Et donc, au-delà de ça, la consommation des ménages qui continue de progresser aux États-Unis, malgré ça, a encore baissé. Donc, ce que dit sous le deuxième graphique, c'est que on voit la consommation des ménages qui s'est réduite au minimum et donc fait baisser encore plus la croissance américaine. Pour conclure, justement, tous ces effets d'aller-retour de Trump qui, justement, n'a pas les moyens, mais ça, tu te rappelles, on l'avait dit dans notre première vidéo sur l'élection de Trump, qu'il n'aurait jamais les moyens intellectuels et même... Intellectuel. Non, mais quand je dis intellectuel, c'est idéologique, tu vois. Ah Il oui, n'aurait oui. jamais les moyens idéologiques de lancer une vraie politique de Si Trump réindustrialisation. avait un gros cerveau, la face du monde aurait été changée. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que, ok, Oui, il a pas la vision du monde qui lui permet de comprendre En fait, finement. si tu veux, cette logique-là, je vais être provocateur, mais pour faire ce que voudrait faire Trump, il faudrait un Mélenchon. Hmm. C'est-à-dire qu'il faudrait un niveau de surinvestissement public monstrueux pour transformer l'appareil industriel, réindustrialiser, mettre certains droits de douane s'il en faut, et en même temps, contrôler les prix. Donc ça demande une politique interventionniste, étatique, d'économie planifiée, monstrueuse pour pouvoir contrer la Chine. Justement parce que la Chine est elle-même l'économie la plus planifiée du monde. Donc, sortir du néolibéralisme par l'ultralibéralisme, c'est-à-dire des politiques de la fin du 19e siècle, de mettre des taxes et de laisser le marché faire entre les deux, ça n'a aucune chance de fonctionner. Ça va au pire du pire. Et ça, donc ça c'est pour montrer que Trump échoue. D'ailleurs, c'est la conclusion de l'article de Romaric, hein, tu peux la mettre, vers la récession. Hein. Donc, on voit bien que ils vont vers une récession absolue, beaucoup plus que vers une croissance, et donc croissance qui permettrait
justement de ce qu'a fait Trump, de redonner du pouvoir d'achat, de redonner de la dynamique à l'électorat plutôt de classe qui l'a élu. Voilà. Donc ça, il en est incapable. Et donc, la conclusion de Romaric, c'est de montrer que dans ce capitalisme contemporain, cette récession va être un affaiblissement durable. La possibilité d'une réindustrialisation massive des États-Unis semble improbable, ce qu'on vient de dire. La vulnérabilité de cette économie aux chaînes de valeur internationales a été construite depuis 4 décennies, c'est ce qu'on a dit plus tard. Hein. Donc, nous, on est revenu aux années 2000, mais on voit bien que c'est un colosse au pied d'argile aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la chaîne de valeur et de ses dépendances. L'importance des stocks pourra réduire la transmission des droits de douane. Effectivement, ce qu'on vient de dire là, comme ils ont stocké, effectivement, les droits de douane, quand ils vont passer, vont être un peu secondaires parce que les gens auront un peu de stock, mais ça ne durera pas. Au fil du temps, ce qu'on va voir, c'est un impact sur les gains de productivité, parce qu'ils vont être obligés d'importer des produits dans leur économie qui seront qui seront plus chers, voilà, sans être capable d'amortir cette demande, sauf par de l'inflation. Voilà. Si vous importez demain des produits chinois vous êtes une entreprise américaine et que vous avez besoin de produits chinois pour produire et que ces produits sont 10-15% plus hauts que d'habitude, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir essayer soit de revendre vos produits 10-15% de plus, soit d'impacter votre marge. Donc de fait, vous allez encore faire du tassement du taux de profit, ou alors vous allez augmenter les prix comme ce qui s'est passé, vous allez faire de l'inflation, mais cette inflation va impacter la demande, et donc à la fin, vous allez détruire de la consommation, et donc vous allez vous retrouver encore dans une problématique de taux de profit. Voilà. Donc, ce que fait Trump, c'est n'importe quoi. C'est notre conclusion. Voilà. Ce que fait Trump, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est vraiment la bêtise des libéraux face aux crises de leur économie. L'idée même d'une sortie de la surdépendance de l'économie mondiale à la Chine ne se fera pas sans planification à l'échelle mondiale, sans négociation avec la Chine, sans partenariat avec la Chine. Donc, Trump est vraiment un impérialiste du 19e siècle, dépassé. Au mieux, il va échouer, et donc il sera, je pense, remplacé, à mon sens, j'espère, par des présidents américains beaucoup plus fins, peut-être beaucoup plus keynésiens, pour sortir de ce problème-là. Ça, c'est la sortie positive. Et je trouve que là, par exemple, faire ces analyses économiques qu'on fait là, c'est très important, notamment pour les partis progressistes qui ne sont pas des communistes comme nous, hein, qui ne veulent pas encore totalement transformer l'appareil industriel et totalement le socialiser. Mais par exemple, pour des partis comme l'AFI, c'est une opportunité de voir ce que tente Trump, ce que veut faire Trump, le problème qu'il veut résoudre et son incapacité à le faire. Parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait des économies ultra planifiées, avec un contrôle des prix, avec une politique de la monnaie beaucoup plus au profit de l'appareil industriel et des populations et de la consommation, non plus au profit de la rente bancaire. Donc tout ça, c'est des mécanismes sur l'économie politique que les libéraux n'ont pas. Et que les progressistes européens devraient guetter de très près, justement parce que l'échec de Trump à sortir du néolibéralisme doit permettre la possibilité de replanifier l'économie occidentale. Mais, de toute manière, ça ne se fera pas contre la Chine, parce que cette idée de le faire contre la Chine est un problème. Ça devra se faire en partenariat avec la Chine pour voir comment rééquilibrer le commerce dans le monde. Si ça se fait, et là je vais être plus pessimiste, si ça se fait contre la Chine en échouant, c'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, cher Padu, là, on va à la guerre, quoi. C'est-à-dire que quand les économies occidentales n'ont pas réussi à résoudre le problème du trade mondialisé du 19e siècle par le protectionnisme, elles sont allées à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'elles ont été chercher les gains de productivité
et la destruction, on va dire, de leurs concurrents à l'étranger, non plus par le marché, mais par la guerre. Mm. Et ça, c'est un vrai risque. Ouais. Oh ouais, bah une conclusion qui est pas très gaie. Mais, Ouais. on peut imaginer, tu vois, ça c'est sur la Première Guerre mondiale, plutôt pour les pays européens. Les États-Unis sont sortis de, comment dire, de la crise par la planification et le keynésianisme avant de rentrer en guerre, comment dire, après la crise de 29. Donc il peut y avoir des possibilités progressistes. C'est l'échec des pays européens dans leur relance qui a amené la guerre. Hein. C'est pas les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, pour beaucoup, étaient dans une vraie relance de l'économie dans les années 30, au début des années 40. Et justement, c'est ce qui a justifié le fait qu'ils ne voulaient pas intervenir en Europe, parce que pour eux, c'était une surdépense par rapport à leur économie qui commençait à sortir de la crise, quoi. Ouais, et puis on peut imaginer aussi des potentialités aussi de révolution sociale ou ce qui s'est aussi passé comme sortir de la crise en 1917 et Bah, même c'est en pour tentative en 1900, au début des années 20 en Allemagne. Hein. C'est ça. C'est pour ça que la tâche des communistes comme nous, c'est de bien comprendre l'économie politique, de voir sur quoi elle débouche à l'échelle des tenants de l'économie, donc avec le risque de la guerre, de faire en sorte que les bourgeoisies progressistes ne s'embarquent pas dans cette folie, donc de faire en sorte qu'elles soient au maximum de progressisme possible, keynésianiste, et nous, communistes, de préparer justement l'échec même du keynésianisme, et c'est-à-dire de préparer une classe ouvrière capable de soit répondre aux tentatives guerrières, comme tu viens de le dire, euh, des bourgeoisies libérales qui vont échouer, soit aux impasses que le keynésianisme va produire s'il est au pouvoir, ce qui sera toujours mieux, mais aux impasses dans sa capacité à redistribuer et dans sa capacité à sortir quand même des contradictions de la bourgeoisie. Ouais, bien sûr. Bon, n'hésitez pas sur ce à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu sur laquelle va sortir une vidéo dimanche, PADU, à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT qui revient bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à nos Twitter, Insta, TikTok, tout ça, Blue Sky. Et allez sur le site de Position Revue, Position avec un S, Revue sur Internet, sur lequel sort plein d'articles. Il y a un article d'ailleurs qui est sorti, je crois, ou qui va sortir bientôt. Qui parle de théorie antiraciste notamment et de Ouais, marxisme. tout à fait. Et il y a eu plein de chroniques de l'exploitation qui sont sorties précédemment. Bref, sur ce, on vous dit à plus. Salut!